Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Dans mon ancienne vidéo, je m'appelais DVD Pro Souvenir. Mais bon, sachez que je faisais cette review, mais renouvelle, cette fois-ci pour The Legend of Mid-South. Donc oui, j'ai proposé de le faire de manière nouvelle, pardon, car il y avait un petit bug de rien du tout, où je citais un match. On va voir ça lequel, mais bon, je n'ai plus le match en tête, mais voilà. Je décide de refaire un renouvelle. Et peut-être après que j'aurai terminé cette vidéo, peut-être que je vous en parlerai mes projets de vidéos à venir, si c'est possible. Donc voilà, au moins vous serez avertis. Sans trop tarder, je vous montre directement le DVD, enfin le coffret en question. Donc vous savez bien que j'ai cité tout à l'heure Legend of Mid-South Wrestling. Donc voilà, avec les grosses têtes d'affiche de l'époque, Jake Roberts, John Cardog, Ted DiBiase, Michael P.S. Hayes ou Magnum TA, Dr. Death Steve Williams et One Man Gang. Et bien sûr, il est en français. Voilà. Au moins, ça vous le citez. Les DVD, vous savez bien qu'il y en a 3 à l'intérieur. Et oui, je le répète, la vidéo que j'ai sortie sur celui-là, il va être supprimé car celui-ci c'est un renouveau. Je sais pas comment le qualifier, mais voilà, c'est un renouvellement. Attendez, je sors la liste. Peut-être que je vais aller directement crescendo, si ça vous dit. Comme ça, je vais pas laisser non plus trop de temps. Mais bon, vous avez au moins compris. Donc les débuts de la Mid-South. Et que oui, c'était un show, même pas un show, c'était une fédération la plus chaude des États-Unis, qui a eu lieu dans les années 80. Et qu'on va citer ça ensemble. Tout d'abord, il nous cite le premier nom venu en tête, Ted DiBiase, qui était aussi une ancienne tête d'affiche de la Mid-South. Et que là, ce n'est pas, on va dire, le Ted DiBiase qu'on connaissait auparavant, car le Ted DiBiase qu'on connaît aujourd'hui, même si, voilà, avec la gimmick de Million Dollar Man, sachez que c'était un Ted DiBiase tout jeune. Oui, c'était un Ted DiBiase tout jeune qui faisait, je pense pas que c'était ses débuts, mais il était tout jeune. Et qu'il affronte Mr. Wonderful Paul Orndorff. Donc c'était en décembre 1981. Il n'y a pas la date, mais c'est dommage, mais du fait que je le cite, vous saviez de, de quoi. Mais bon, de toute façon, il avait presque peut-être le côté complet de Million Dollar Man. Et que la qualité des images dans chaque match, que ce soit du disque 1, disque 2 et disque 3, c'est pas, on va dire, du HD ou des 1000K, 4K, ce que vous voulez. C'était, on va dire, pas encore du HD. C'était, on va dire, des images d'archives un peu mauvaise qualité, même si on sait que c'est un petit peu le côté archive que je mise beaucoup dessus. Mais voilà. Et que pour l'époque, sachez que la plupart des matchs, ça se terminait soit par un disqualification ou alors, je sais pas si ça se terminait aussi par un non-contest, donc pas de vainqueur ni de perdant. Donc en match nul, ça dépend si c'est en match gagnant et perdant, ça dépendait du concept, car, car je pense que si je me suis un petit peu trompé, je crois que c'est Paul Orndorff qui bat. Ah non, 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 attendez. Non, c'est pas Paul Orndorff qui bat Ted DiBiase. Ça a terminé en match nul. Donc oui, le match a été, on va dire, arrêté par rapport la limite du temps. Donc vu comment ils ont continué, continué, et ça,
ça a dû, on va dire, arrêter le temps et que ils ont dû sonner la cloche parce que ils ont dépassé la limite du temps. Voilà. Ce match-là, si je me trompe pas, je lui avais mis. Attendez, un 3,5. Voilà, je lui ai mis un 3,5. Ensuite, John Cardog, donc JYD. Et c'était en janvier 1982. Où il faisait équipe avec André le Géant et Dusty Rhodes. Donc oui, André le Géant a fait partie de la Mid-South Wrestling, vu comment il était autorisé à catcher n'importe où. Et que je vous avais déjà dit que lui qui était français à la base, et qu'il a catché au Japon, je pense pas au Mexique, mais en tout cas il a catché partout là où il est allé. Notre André, même si c'est pas notre André national pour la Belgique, mais voilà. Il a quand même représenté l'Europe, et on lui doit quand même un peu tout. Et que je suis sûr que maintenant c'est un géant dieu du catch. Et qu'ils affrontent Afa Sika, donc les Wild Samoan, qui faisaient équipe avec Big Cat Henry Loud. Ouais. En connaissant André le Géant, vu comment il a jamais perdu face à n'importe qui, peut-être même en équipe, donc c'est sûr et certain, c'est victoire de André le Géant, Dusty Rhodes et John Cardog. Voilà, donc ce match-là, si je me trompe pas, je lui avais mis. Attendez, je lui avais mis un 3,5. Voilà. Ensuite, Pat Pack. Non, Rat Pack, DiBiase, Bourne et Dugan. Alors, donc c'était. Ouais, toujours en. Ouais, c'était en 82, mais cette fois-ci en octobre. Match sans aucune disqualification pour les titres Amérique du Nord et par équipe de Mid-South. De toute façon, c'est la même chose. C'est, je crois que les titres étaient tous en jeu, où John Cardog fait équipe avec Mister Olympia contre Ted DiBiase et Matt Bourne. Ouais. Je crois que je dois pas faire d'erreur normalement, car j'avais déjà dit une fois, peut-être que c'était John Cardog ou Mister Olympia. Peut-être que ça aurait pu être possible, mais je me dis c'est Ted DiBiase et Matt Bourne, et que en connaissant les matchs par équipe, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vu comment vous savez bien qu'il y a beaucoup de changements rapides, prises qu'on essaye de retenir, mais c'est pas non plus évident. Je ne vous cache pas que c'est pas toujours évident pour moi, et que normalement, si j'ai très bien vu, je crois que c'est victoire de DiBiase et Matt Bourne. Si je fais pas d'erreur, hein, bien sûr, hein. Car il faut souligner que j'essaye de retenir un maximum et que ça m'arrive d'être un petit peu substitieux de d'oublier certains détails et que ça me fait un peu honte. Mais bon, ce match-là, je lui avais mis 3,20. Voilà, je lui avais mis un 3,20. Ensuite, le perdant quitte la ville. Un match en cage d'acier, en costume et de gants de mineurs. Ouais, donc un match entre Axam Jim Duggan et Ted DiBiase. Et oui, ils ont combattu en costume, sous le ring, dans un match en cage. Et pour la plupart des matchs à voir comme ça, c'est aussi un match sanglant, même si c'est pas, on va dire, très gore, très poussé à l'extrême, mais c'était un match où il y avait du sang, quoi. Du sang sur les costumes. Je crois que Jim Duggan c'était en costume blanc et Ted DiBiase, ben, le fétichisme de costume noir, et qu'il avait déjà le côté Million Dollar Man qui poussait en lui, et que normalement il y a peut-être pas d'erreur, même si j'avais dit que Jim Duggan avait peut-être remporté le match. Mais bon, il m'arrive de temps en temps de me tromper, mais que en regardant ce DVD, j'ai eu un petit trou. Et pourtant, comme j'avais dit dans ma vidéo,
Je regardais les deux écrans en même temps. Un écran pour regarder les matchs et le deuxième, ma télévision, et que celui-là, je le regardais par le PC, quoi. Parce que j'avais des jeux avec des missions à finir. Donc oui, je suis un gamer. Non, je ne joue pas en ligne. Enfin, j'aurais préféré, mais je ne m'y connais pas trop parce que voilà. Et aussi, pour jouer en ligne, il faut faire un abonnement. Et j'ai pas trop la tête à faire des abonnements, je ne vous le cache pas. Vous m'aurez au moins compris. Euh, c'est victoire de Ted DiBiase. Il bat Jim Duggan. Vraiment, il bat vraiment Jim Duggan. Et ce match-là, 3,40. Voilà. Ensuite, le territoire se déplace. Ça, c'est quand ils font à peu près le tour des États-Unis. Normalement, c'est pas, on va dire, à l'erreur, mais je sais bien qu'ils faisaient comme des genres de tournées. Car faut savoir, les matchs que je cite, ce ne sont pas des pay-per-view, mais que des matchs où ils font comme si c'était en tournée. Un peu comme la WWE à l'époque, où ils avaient un seul pay-per-view, ils faisaient le tour de l'Amérique, même de la planète, et qu'ils ont su, on va dire, quand même nous rendre heureux à chaque apparition. Voilà, donc ça va là. Toujours à la mid-source, ouais, ben, c'est la base. En janvier 1983, et d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que je vois pas la date. Non, je ne vois pas du tout la date pour celui-ci, donc ils n'ont pas mis la date. Donc Tony Atlas soulève 230 kilos au développé couché. Ouais, donc il nous montre assénement comme quoi il pouvait soulever 230 kilos de poids. Voilà, sympa, mais je passe. En février 1983, match pour le championnat par équipe de la Mid-South. Donc André le Géant et Tony Atlas contre Ted DiBiase et Matt Borne. Donc c'était pour les titres. Ouais, à mon avis, c'était eux les champions. Je crois que je m'étais trompé. Non, c'est possible que je l'ai dit, mais j'arrive plus à revenir aux horizons, mais voilà, on va dire que c'était victoire de DiBiase et Matt Borne. Ah, c'est continu, et pourtant, ça fait pas mal de mois que j'ai plus vu ce coffret, on me demande de le refaire, donc voilà, j'espère que je vais pas faire d'autres reviews à refaire pour Monsieur Caspier. Oui, je le dis, Monsieur Caspier, WWE Réseau Souvenir est un casse-pied. Je le dis, je m'en cache pas, il est un casse-pied. C'est de l'ironie, mais c'est pas une insulte. Je préfère dire les choses sans insulter les gens. Ben pour moi c'est logique concernant ce match, car je ne vois pas Ted DiBiase et Matt Borne battre Tony Atlas et André le Géant. Vu comment André le Géant il a perdu face à personne. Je pense pas qu'en équipe il a déjà perdu. Peut-être ça a arrivé une ou deux fois, mais c'est pas lui qui recevait les épaules au sol. Et que c'est souvent ses partenaires d'un ou plusieurs soirs qui se font rêver les épaules. Enfin, j'ai un petit peu du mal à reconnaître le truc. Mais voilà. Donc pour moi, c'est victoire d'André le Géant et Tony Atlas. Ce match-là, je lui avais mis un 3,40. Ouais. Donc maintenant. En novembre 83, annonce spéciale du manager de Magnum TA. Alors là, j'avais dit que je me rappelais plus, car j'ai voulu essayer de mener mon enquête malgré tout, car j'ai pas forcément le temps de regarder, alors que voilà, vous savez bien qu'il y a d'autres reviews à venir, et que s'il y a d'autres DVD que j'ai achetés arriveront, ça va être compliqué, parce que j'aurai pas non plus la tête à ça. Et il faut dire, depuis ma petite opération, voilà, j'essaye d'être calme, et un peu me calmer au niveau de mes articulations. Et en revenant à ça, quand, quand Cinéfilm m'avait proposé de faire 14 vidéos, je me suis dit, mais attends, 14 vidéos en une journée, c'est pas possible.
Et en plus, vous allez peut-être être d'accord, j'ai jamais vu quelqu'un qui ferait 14 vidéos d'un coup. Car déjà, mes vidéos sont très très longues, ça va être compliqué, ça prend du temps. Il y en a qui arriveront, mais ça c'est plus des vidéos qui durent environ 2 ou 3 heures minimum. 2 ou 3 heures, non, qu'est-ce que je raconte? 2 ou 3 minutes. Mais celui-là, non, celui-là il est très très long avec le chargement. Et non, je n'utilise pas la 5G parce que pour moi la 5G ça bouffe la moitié de crédit quand tu mets sous ta carte. Donc non, je ne vais pas utiliser pour ça, je préfère la connexion Wi-Fi. Et bien pour revenir au manager, je pense que c'était Dusty Rhodes. Vu comment il s'était rangé du côté de Magnum TA. Pas qu'il a fait un heel turn, hein. Non, c'est pas ça. Il a pas fait de heel turn, mais il s'était, on va dire, porté volontaire pour mettre over Magnum TA. Lui qui était destiné pour avoir une brillante carrière, mais suite à un accident de voiture, ça l'a complètement détruit. Sa carrière, pas sa vie, mais c'est plutôt sa carrière de catcheur pour un avenir funeste. Et qu'il est toujours en fauteuil roulant. Et ça, c'est un petit regret. Voilà, je passe ce moment. Donc maintenant, Magnum TA, il fait équipe avec Mr. Wrestling 2 en mars 84 contre les Midnight Express, qui s'est accompagné par Jim Cornette. Ah, trahison. Je me rappelle la trahison de cette boule de bouse qui est Mr. Wrestling, qui est un imposteur, qui croyait qu'il était son allié, et en vérité c'est le plus gros des traîtres. Et qu'il y avait une stipulation, le perdant se fera fouetter à coups de ceinture ou un coup de fouet. Et au moment où Magnum TA était en mal en point, il voulait faire la passe, enfin le changement à Mr. Wrestling. Ce dernier se retire. Ouais, il se retire. Et du coup, ben, il veut pas faire le changement. Il tourne le dos à son partenaire, qui était censé être son partenaire manière respectivement, mais ça a été un traître. Donc c'est les Midnight Express qui battent Magnum TA et Mr. Wrestling, même si c'est pas lui qui a subi le tombé, mais Magnum TA. Et du coup, ben, Magnum TA, ben, il se fait fouetter à coups de ceinture. Sans que Mr. Wrestling se fait même pas fouetter. Enfin, lui il échappe au fouettage, quoi. Il a échappé... Bref, je vais arrêter de dire n'importe quoi. Je vais arrêter de dire l'échappatoire. Bon, en tout cas, c'est sûr, c'est un échappatoire. Hein. Vu comment il a trahi son partenaire, c'est sûr, il s'est comporté en lâche pour éviter de se faire fouetter. Hein. Par contre, je sais pas si je l'ai noté, mais attendez. Je lui ai mis 3,5. Je lui ai mis 3,5. Après, ben, le match de vérité. Le match de vérité. En mai 84. Et c'était pour le championnat d'Amérique du monde poids lourd. Ouais, nord-américain du monde poids lourd. Entre Magnum TA et Mr. Wrestling. Là, concernant ça, je ne pense pas avoir fait d'erreur, normalement. Vu comment il décide de se venger de Mr. Wrestling 2. Pour cette trahison amère. Donc il en veut terriblement à Mr. Wrestling 2. Et bien cette fois-ci, il va avoir sa vengeance en le mettant une sacrée correction. Et en montrant que c'est le face parfait. Qu'on a misé le futur sur lui, mais malheureusement... vous connaissez les raisons. Lui qui était dompté à avoir un avenir funeste bien réussi, même si ce ne sera pas la plus longue ou la plus courte, finalement, quand même, sa carrière a été un peu quand même courte, hein, si je peux me permettre. Et que ça a raccourci vraiment l'intégralité de sa carrière. Mais là, il arrive. Hein, face à Mr. Wrestling, il arrive à devenir champion. Peut-être pour la première fois. Peut-être qu'ils le disent, ou c'est peut-être pas la première, mais en tout cas, il est passé par toutes les promotions qu'il est passé, Magnum TA,
que ce soit à la Jim Crockett Promotion, NWA, AWA, WCCW, peut-être de la WCW de l'époque, il me semble, mais je pense que c'est à peu près ça. Eh ben, il arrive à battre Mr. Wrestling en capturant le titre. Donc, c'est victoire de Magnum TA. Ouais. Ce match-là, 3,40. Ensuite, DVD 2, cette fois-ci. Donc, Axan Butch Reed. J'avais dit que c'était Axam Jim Duggan. Parce que vu comment Axan, ça a toujours été un de ses surnoms de base. Hein. Ça a toujours été ses surnoms fétiches pour Jim Duggan. Et là, c'était en mai 84. Un chien peinture luré. Donc un chien qui est en genre peinture, luré, enfin, l'apparence d'un chien. Voilà, ça je vais passer. Toujours en mai 84. Toujours pas de date aussi. Un chien à plumes. Alors là, c'est étonnant de voir un chien à plumes. Hein. On dirait un mix entre un chien et un poulet. Et pour couronner le tout, après 2 promos, bagarre de rue du ghetto. Oui, dans le ghetto. Entre John Cardog et Axan Butch Reed. Il n'y a pas à dire, c'est étonnant de voir un match comme ça, même si certains diraient que c'est pas top. Il y en a qui diront que c'est pas top car c'est un peu beauf sous les bords, les affrontements un peu qui se déroulent partout. Il y en a qui adorent parce qu'il y en a qui adorent ce côté un peu street. Et de toute façon, le côté match comme ça, c'était un peu dans la street. Même si le ghetto était différent qu'aujourd'hui. Parce que je pense que les ghettos de l'époque étaient certes sensibles, chaudes, mais pas l'extrême, extrême, si je peux me permettre. Donc c'est là où ils se battent partout. Et ça fait vraiment du carnage en dehors. Et que je crois que Axan Butch Reed a essayé de riposter. Il a voulu jouer sous le terrain de John Cardog, vu comment John Cardog... bon après, c'est un peu une de ses spécialités, bagarre du ghetto, vu comment... je crois que lui aussi venait du ghetto, John Cardog. Pas parce qu'il... Enfin, peut-être parce qu'il est noir et qu'il en a fait partie, mais c'est vrai qu'on entend plus parler des noirs, des arabes qui viennent du ghetto, qui viennent de la street, qui viennent du bled, enfin vous voyez le genre comme ça. Eh ben pour les Américains c'était un peu différent. Et que pour moi la seule évidence c'est que John Cardog il bat Axam Butch Reed, qui est Jim Duggan. Voilà. Ce match là je lui avais mis. Où est-ce que t'es toi? 3,40. Ensuite, la rivalité entre les Midnight Express et Rock'n'Roll Express. Je crois qu'à un premier temps, je me suis trompé. Oui, je me suis entièrement trompé. Et c'était en mai 84, ouais, donc ça n'a pas changé. Ensuite, match, match sans disqualification. Je sais pas pourquoi je dis ensuite de manière inutilement. Bref, on va dire que je suis un peu toqué, je suis un peu au taquet. Malgré le baissement de rythme que j'aborde des fois. Donc les Midnight Express contre les Rock'n'Roll Express. Une grosse rivalité qui a eu lieu dans les années 80 et un petit peu dans les années 90. Et là où ils sont passés. Donc il n'y a pas à dire, ils ont su passer partout, où ils ont su nous produire des bonnes ou des mauvaises rivalités. Voilà. Et que là les titres étaient en jeu. C'est sûr, c'est quitte ou double. Ils veulent pas perdre les titres. Les Rock'n'Roll Express, bien sûr, parce que c'était eux les champions. Et que malheureusement,
suite aux provocations de Jim Cornette, qui n'est jamais loin cet homme, eh ben, il décide de les provoquer en les mettant au défi, en les traitant de poules mouillées, en disant qu'ils vont perdre leur titre face à mes poulains qui sont bien entraînés, qu'ils sont, ils sont à fond, ils sont vraiment vraiment à fond. Eh ben, suite aux provocations, il y a eu des entourloupes. À chaque fois, ça se terminait ben, agression sur l'arbitre, par inadvertance, bien sûr. Ou alors attaque par accident. Même si c'est agression, c'est un peu limite, parce que agresser les arbitres, ils sont pas nombreux. Ça fait aussi partie du scénario, hein, pour rendre la hit évidente. Hein. Donc c'est là où Jim Cornette voulait intervenir, mais qu'il se fait rapidement maîtriser par un des membres de Rock'n'Roll Express. Peut-être que c'était Ricky Morton ou Robert Gibson. Enfin peut-être. Jusqu'à ce que Randy Rose ou Dennis Cordry vient, on va dire, pour donner des low blows ou des coups de ceinture en plein visage. Et qu'ils attendent que l'arbitre se réveille pour valider le tombé. Donc oui, là c'est victoire des Midnight Express sur les Rock'n'Roll Express. Et qu'après, il y aura la revanche. Voilà, la revanche, donc la belle. Mais ça c'est en interview, donc octobre 84. Jim Ross, ouais, il était... oh là là, il commentait, il interviewait là-bas Jim Ross à l'époque. Maintenant, vous savez bien, il est chez All Elite Wrestling. Même si chez All Elite Wrestling, ça a parti en bordel... que je déjà dit dans la plupart de mes vidéos, mais ça c'est une autre histoire car je ne fais pas des trucs sur l'actualité, je ne sors pas des news infos et intox, non, je ne sors pas des choses comme ça. Et concernant le match là, je sais pas si je l'avais mis, mais attendez, je vais vite revenir là-dessus. 3,5 et l'autre c'est un 3,40. Oui, j'ai la liste de ce que j'avais marqué auparavant, donc voilà, au moins je fais pas les choses à moitié, je n'oublie rien. Même si des fois je dis que la plupart des matchs seront en description, là j'avais fait un petit effort, qui est pas très souvent d'ailleurs, mais c'est la seule et unique fois. Donc cette fois-ci, les Rock'n'Roll Express dit qu'ils vont à tout prix battre les Midnight Express et que la stipulation c'est que Jim Cornette n'aura pas intérêt à intervenir. Donc ça va annoncer le match suivant. Donc la stipulation, c'est que Jim Cornette est dans un camisole de force. Un premier temps, il se fait un peu escorté par la police pour rentrer dans cette petite mini cage à requins. Et j'aime bien la blague. Mais si il doit aller se gratter le nez, comment il va faire? Eh bien qu'il utilise sa camisole. Bref, ça doit être compliqué sans les mains, mais bon. Au moins, tu n'interviens pas. Donc, là, ils ont la forte impression de battre les Midnight Express, les Rock'n'Roll Express, vu comment ils veulent leur revanche, et que leur manager ne sera pas, on va dire, de taille à les en empêcher. Donc là, cette fois-ci, ils sont à leur merci. Et que j'ai remarqué la plupart des points faibles, quand c'est du côté des heels, sans leur manager, sans leurs membres de leur équipe, quand c'est dans un match, je pense qu'ils sont rien du tout, en fait. Vu comment, on va dire, c'est toujours les managers, les accompagnateurs, collègues catcheurs, équipiers qui font, on va dire, un peu le boulot et qui donnent un peu les ficelles de comment s'en sortir dans les situations qui est un peu, on va dire, inexplicable. C'est un peu comme avec Roman Reigns. Sans ses cousins, sans Polyman et sans Sami Zayn, il serait rien. Bon, certes, il a toujours besoin d'eux dans les moments précis. Et c'est ça ce qui énerve les gens. Je reconnais, c'est ça ce qui énerve. Car il a toujours besoin de ses cousins. Même si on leur donnerait une stipulation comme quoi il n'aura pas le droit d'utiliser ses cousins pour remporter les matchs, il arrive toujours à ses fins, vu comment il arrive à faire aussi la différence
entre sa force physique et mener son influence en coulisses. Et que je me dis, est-ce qu'il y en a bien un qui irait battre Roman Reigns un jour? Bien sûr, je ne vais pas faire des prédictions car c'est assez dur, mais peut-être que je me dis, si jamais il y aurait un très jeune catcheur en développement qui va monter en puissance, qui va devenir une très grande star. Je parle pas d'Austin Theory, mais voilà, je ne parle pas de lui, mais je parle d'un autre prometteur qui aurait, on va dire, le côté in-ring, il aurait le côté physiquement parlant bien bâti, même si Austin Theory, il essaie de se démerder pas mal sur un ring, ça je le reconnais. Mais bon, je vais pas trop m'attarder sur ça, je passe directement au DVD spécial légende, parce que oui, si vous n'aimez pas les matchs des années 80 ou de l'ancienne époque, ce n'est pas fait pour vous, car comme j'ai dit dans une ancienne vidéo, qu'il y en a qui se plaignent, qui n'aimaient pas le catch des anciens temps, parce que c'est tout vieux, il a pris une ride, qui préférait les matchs d'aujourd'hui avec de la nouveauté, où j'ai cité, et que j'ai dit, mais rendez-vous compte, sans les matchs comme ça, le catch n'existerait pas. Et que ça nous donnerait même pas envie. Bon, après, il y en a qui sont très jeunes, qui ne veulent pas regarder, en se faisant chier en regardant des matchs qui datent depuis 30 ou quarantaine d'années, même voire cinquantaine d'années. Donc, vous voyez, si c'est pas de votre cam, ben, ne regardez pas. Voilà. Je ne vais pas trop non plus m'attarder dessus. C'est victoire des Rock'n'Roll Express, comme j'avais dit, car ils réussissent à remporter leur titre face au Midnight Express, vu comment la dernière fois je me suis trompé. Et là, ce match-là, je lui avais mis un 3,40. Ensuite, Shawn Michaels apprend de Ted DiBiase. Bon, vous savez que Ted DiBiase était encore jeune, et c'était pas encore le $1 million man, mais il était en plein progression. Ça a été pareil pour Shawn Michaels. Car à l'époque, Shawn Michaels n'était pas le Heartbreak Kid, le Showstopper, Mr. WrestleMania, le Main Eventer, la vedette, et Monsieur Hall of Famer. Donc c'était pas encore ça, c'était encore un petit jeune, un petit jeuneau, qui apprenait son métier. Et que c'était en décembre 84. Oui, la note globale, j'ai déjà mis sur ça, donc c'est pas la peine. Je le dis si je l'ai pas dit, mais voilà. Moi, je me suis dit, Shawn Michaels, il a fait ses débuts en 85, à mon avis. Il y a une erreur. Eh ben, apparemment, non. Il n'y a pas d'erreur. Mais bon, le mal est fait, j'ai déjà dit, je vais pas trop m'attarder dessus. C'est une victoire du vétéran. Oui, victoire de Ted DiBiase sur Shawn Michaels, vu comment Shawn Michaels, quand il débutait, il faisait que jobber. Peut-être qu'il a remporté match par-ci par-là, mais c'était pas encore au point. Mais ces victoires de Ted DiBiase, le match était pas mal, donc il était vraiment pas mal. Je lui avais mis un 3,40, même si je crois que je lui avais mis un 3,50, je me rappelle plus, mais voilà. Et que c'était encore au début de l'aventure pour Shawn Michaels, jusqu'à 2010. Pour moi, c'est jusqu'à 2010. Voilà. Le grand match de Terry Taylor face à Ric Flair. Donc oui, le grand match. Et c'était en 85, en juin 85, pendant le championnat de la NWA. Donc le titre de Ric Flair était en jeu. Le match va durer très 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 longtemps. Il va durer très très longtemps. Et que Terry Taylor, il va tenir la cadence face au Nature Boy. Même s'il va pas remporter le titre et que Ric Flair va pas lui céder sa place. Et encore moins le titre, car il y tient ce titre. Car c'est grâce à ça que ça lui a fait sa renommée et tous les récompenses. Et que c'est grâce à ça où il va avoir 16 fois les titres. Pas à cette époque, hein, mais c'est monté en puissance en récupérant le même ou différents titres. Vu comment on sait bien qu'il a été 2 fois champion de la WWE, 8 fois champion de la WCW et NWA, peut-être 7 ou 8. C'est un des leurs. Donc je me rappelle que le match a duré trop longtemps et que, laisse-moi te couper précisément
cinéphile. Quand je dis match nul, c'est pareil pour les matchs, parce que des fois ça termine en match nul. Ce n'est pas défaite de Ric Flair ou défaite de Terry Taylor ou victoire chacun. Non, il n'y a pas de vainqueur ni de perdant. Donc, vu comment c'était arrêt du temps, c'est victoire de ni l'un ni l'autre. Donc c'est un match nul. Et c'est-à-dire que Ric Flair, il conserve son titre. Même si on sait que du côté de la Jim Crockett Promotion, il va avoir une rivalité avec Dusty Rhodes. Donc la Legend of Mid-South Wrestling, donc à la Mid-South, c'était pas la NWA, c'était pas la Jim Crockett Promotion. Et qu'on sait bien que la plupart des catcheurs connus, ils squattent entre les plupart des fédérations pour avoir une visibilité. Vu des fois, il y avait des programmes télé, ça dépendait le cas des programmes télé, mais c'était programme télé. Voilà. Donc c'était match nul, et ce match-là, je lui avais mis 3,60. Ah tiens, étonnant. 3,60. Maintenant, je passe au DVD 3. Je pense que je vais aller. Mohamed Ali, oui. Mohamed Ali a fait partie de la Mid-South. Bien sûr, en tant qu'invité, donc il était un invité, et que c'était pour le... Enfin, c'était en 85, en juin 85 toujours. Il n'y a pas de date malheureusement, c'est très très dommage. Et c'était pour le championnat de la télévision de la Mid-South contre Snowman, Jack Roberts contre Snowman, pardon. Et que il s'est passé, on va dire, un petit truc, j'avais remarqué de ça, c'est que Mohamed Ali n'aimait pas les mauvaises attitudes de Roberts, je crois. Vu comment il voulait vraiment monter sur le ring pour se battre. Même si on sait qu'il a déjà fait un match de catch et qu'il a, on va dire, un peu respecté la discipline, même s'il sait que tout était prévu à l'avance. Mais vu comment c'était un boxeur qui vient de l'univers de la boxe et qu'il a, on va dire, eu un certain penchant pour le catch, donc il n'a pas été assez mauvais investigateur ou mauvais businessman. Donc il a su reconnaître cette discipline qui valait, on va dire, un peu le minimum des choses. Mais bon, il n'aimait pas les mauvais agissements de Jack Roberts, et que si je me trompe pas, c'est lui qui remporte le titre de la télévision, et que le match était pas top. Je vous reconnais, il était pas très très top, mais voilà, je reste sur ma fin. C'était un 3 pour ce match-là. Voilà. Ensuite, Ted DiBiase devient un mec bien, donc c'est là où il commence à devenir face à la place d'un heel, et qu'il affronte Ric Flair en novembre 85 pour le championnat de la NWA. Je vois le résultat. Mais Ted DiBiase, il a très bien, on va dire, suivi les faits et gestes de Ric Flair. Donc il a suivi son rythme, sans, on va dire, se faire duper un seul instant. Mais qu'à la fin, on sait qui ressortira vainqueur, car c'est Ric Flair qui ressort vainqueur. Et que c'est lui qui restera toujours champion malgré tout. Donc c'est victoire Ric Flair. Ce match-là, je lui ai mis un 3,5. Maintenant, je passe. Le pays entier découvre la Mid-South. Ouais, donc il découvre. Rick Steiner contre Nick Patrick. Nick Patrick, je crois que c'était l'arbitre. Alors il n'y a pas... enfin, je pense pas qu'il est marqué, mais en tout cas, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Bref, ce match-là, 3. Avec ses victoires de Rick Steiner. Voilà, à 3. Là, match un peu plus sérieux. Universal Wrestling Federation. Donc c'est toujours à la Mid-South, mais ils ont dû changer de nom. Et c'était en mars 86. The Blade Runners contre John O'Reilly et Ken Masai.
Donc les Blade Runners, c'était une équipe composée de Sting et Ultimate Warrior, et que le match sans trop de surprise, c'est victoire des Blade Runners. Et qu'à l'époque, Sting et Ultimate Warrior, c'était des gars très énormes, pas mal musclés, même si on aurait dit qu'ils étaient faits sur stéroïdes, mais c'était eux qui battent leurs adversaires de manière facilement. Ce match-là, je lui ai mis un 3,5 et qu'il est présent dans un des 2 coffrets de Sting. Voilà, donc Aksam Jim Duggan, donc encore lui. Donc c'est en août 86, match pour le championnat de poids lourd de la UWF entre Terry Bam Gordy et Jim Duggan. Alors là, c'est un match un peu au finish, vu comment on sait qu'il y en a un des deux qui va sûrement craquer à la fin, et que le match a été un peu duré très longtemps, et que... Attendez, normalement, si je dois pas me tromper... Ouais, je me rappelle qu'il y avait aussi des célébrations, mais laquelle quand même? Mais que peut-être que Jim Duggan remporte le titre. Peut-être, hein, je dis bien. Parce que je me rappelle qu'il y avait pas mal de prises par-ci par-là. Mais ça n'a pas fini en match nul. Hein. Ça n'a pas fini en match nul. C'est un peu compliqué de dire des choses assez un peu correctes. Mais si je peux dire que c'est un peu victoire de Jim Duggan en battant Terry Bam Bam Gordy. Même si peut-être que lui, il a été champion UWF. Voilà. Sans trop tarder, ce match-là, 3,40. Ensuite, la Fabulous Freebirds. Oui, l'équipe des Fabulous Freebirds. Entre Michael P.S. Ace, voilà, qui fait équipe avec Buddy Roberts. Mais là, c'est Ted DiBiase qui fait équipe avec Dr. Def Steve Williams. Voilà, contre les Fabulous Freebirds. Alors, dans les Fabulous Freebirds, je pense pas que c'est eux qui remportent les matchs. Et c'était un match des bûcherons. Ouais. Donc il y avait tous les catcheurs autour. Et que... Attendez, je regarde, hein, parce que j'ai pas envie de m'y tromper à ce point-là. Donc il y avait tous les catcheurs autour, catcheur face, catcheur heel. Quand un heel passe du côté des face, il se fait tabasser par les face. Quand un catcheur face passe du côté des heel, il se fait tabasser par les heels. Et que malgré une longue période d'attaque, et que même la plupart des bûcherons s'affrontaient entre eux, ça finit un petit peu en petit bordel. Voilà, je tenais à dire en petit bordel. Bien sympatoche, sans plus ni rien. Et du coup, peut-être que c'est victoire de Ted DiBiase et Dr. Def Steve Williams. Et ça va leur permettre peut-être à Dr. Def Steve Williams à avoir un match pour le titre UWF. Et que je crois que c'est lui qui remporte. Bref, on va voir ça. Ce match-là, tout d'abord, je lui avais mis un 3,40. Maintenant, on passe à ce match-là. Un match très long, pas mal au finish. Qui va craquer entre Terry Bam Bam Gordy? Il y en a qui verraient Bam Bam Gordy toujours conserver son titre, à moins que c'était lui qui... Ouais, c'était... Oh putain, c'était Terry Bam Bam Gordy qui était champion. Bref, le mal est fait, je l'ai dit, ce n'est pas grave. Donc voilà. Là, cette fois-ci, c'est Dr. Def Steve Williams qui bat justement Terry Bam Bam Gordy. Donc c'est lui le nouveau champion. Ce match-là, je lui avais mis un 3,40 aussi. Ouais, ça fait pas mal de 3,40, je le sais. Et que j'avais décidé un peu de monter la sauce. J'avais décidé de remonter parce que j'ai pas envie de trop citer ce qu'il y a dans les matchs parce que ça va être trop long, même si je le fais ça de manière approfondie. Et qu'après, Dr. Def, il se fait célébrer en coulisses en buvant du champagne, bref, soirée bien arrosée. Ensuite, le One Man Gang.
Donc oui, One Man Gang contre... attendez. Buddy Boba Rogers, qui était le Big Boss Man, et c'était pour le championnat du monde poids lourd de la UWF. Je sais pas si c'était... Ouais, peut-être que c'était lui. Peut-être que c'était lui le champion. Mais étonnant de voir les catcheurs WWE à la grande époque, hein, parce que avant qu'ils vont à la WWE, enfin avant qu'ils étaient à la WWE, ils étaient à la Mid-South, qui était Universal, ouais, UWF, Wrestling Federation, donc Universal Wrestling Federation. Donc c'était là, et que si je me trompe pas, je vais le voir si je me trompe pas. C'était Big Boba Rogers qui bat The One Man Gang. Ouais, car je me rappelle qu'il avait battu et qu'il ait conservé son titre. Après, il va pas le durer longtemps. Car il affronte une nouvelle fois Dr. Death. Une nouvelle fois, non. Non, il va pas l'affronter une nouvelle fois, mais voilà, vous avez au moins compris. Donc, il affronte Steve Williams. Et c'était à Oklahoma City, Oklahoma. En 87, en juillet 87. Pour le titre. Et là, ça va être le dernier point tournant. Car après ça, ben, c'est terminé. Et que la Mid-South UWF, si vous préférez, se fera acheter par la WWF. Ok, WWE, bien sûr. Donc, longue épreuve d'attaque. Psychologie. Même si entre la plupart des gens, c'est pas toujours du top. Je le reconnais, c'est pas toujours top. Mais voilà, au moins on pourrait découvrir et on essaie d'apprécier le truc. Car on essaye de voir et d'aimer. Parce que si on n'aime pas, ben, y a un problème. Et si on aime, c'est que voilà, on est dedans. Et d'autres pas. Donc pour moi, c'est peut-être fort évident. C'est Dr. Death Steve Williams qui bat The Big Boba Rogers. Avec ce match à 3,40. Ouais, je sais. Et après, c'est terminé. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de bug d'image par la suite, car je ne vais pas le refaire parce qu'il y a des DVD que je n'ai pas regardé, mais que... Enfin, celui-là, je l'avais regardé, mais j'avais décidé de ne pas perdre de temps. Donc, voilà. Pour ce qui est match sainement ensemble, 4,10. Voilà. Et après qu'on se quitte, eh ben, je vais vous montrer un DVD que j'ai eu. Un seul. Donc voilà. Au moins, vous ne serez pas, on va dire, au bout de vos surprises. Voilà, je vais vous le montrer car c'est étonnant pour moi et que je ne vais pas m'attarder à faire une review dessus si j'ai le temps. Allez, arrête de flouter. Voilà, Target Classics sur WrestleMania 5 et 6. Voilà, je l'ai eu enfin, ça va compléter ça, même s'il me manque pas mal de WrestleMania. Donc oui, ça va venir petit à petit. Et que voilà, au moins je vous ai montré et c'était la petite surprise. Pour mes prochaines vidéos à venir, quand j'aurai fait des reviews, pourquoi pas faire, si vous êtes d'accord, si vous adorez le truc, si vous adorez, vraiment, pourquoi pas faire un FAQ, donc foire aux questions. Donc je me suis dit, si ça vous intéresse, pourquoi pas faire un FAQ, ça m'intéresserait fortement. Si vous avez pas mal de questions, ben, je veux voir des réponses dans les commentaires. Comme ça, quand j'aurai toutes les réponses, ben, je vous dirai mes réponses. Donc ce ne sera pas des reviews, ce sera un FAQ si ça vous dit. Mais bon, ça dépend de vous. Et que je me dis, ça vous plaira peut-être. Donc voilà, j'en ai fini avec cette review sur le renouveau de la review de Legends of Mid-South Wrestling. Et qu'on va se quitter là. Donc si cette vidéo et review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.